Bienvenue à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore pour parler des championnats européens. Avec nous, notre consultant depuis Paris, Sidney Govou. Sidney, bonsoir. Bonsoir. Et puis vous, Lise Barenbaum, la charmante Lise Barenbaum, toujours présente. Nous allons feuilleter la presse avec vous, alors surtout le programme est chargé, il faut rester avec nous. On va regarder ensemble les résultats de cette 26e journée de Ligue 1. Courte victoire de Monaco face à Nice, 1-0. Belle victoire du Paris Saint-Germain face à Toulouse, 3-1. Et cela a mis la pression à l'OL. Les Guns s'imposent difficilement face à Nantes, 1-0. Mais s'imposent quand même. 3 matchs nuls. Rennes-Bordeaux, 1 partout. Reims-Metz, 0 partout. Et Saint-Etienne-Marseille, 2 partout. Un mauvais scénario, hein, ça pour l'OM qui a été rejoint au score à la dernière minute de jeu. L'Olympique Lyonnais, donc à l'arrêt depuis un mois, 3 nuls, a retrouvé le goût du succès en s'imposant face à Nantes. Sidney Govou. Oui, tout à fait. Ça faisait depuis la blessure d'Alexandre Lacazette, Lyon ne s'était pas imposé. Là, il y a eu son retour. Lyon s'est imposé, même s'il n'a pas fait un grand match. Je pense que c'est un joueur qui pèse énormément sur les défenses adverses parce qu'aujourd'hui il est à 20 et quelques buts, donc forcément c'est impressionnant. Et parce que c'est un joueur très mobile qui s'entend très bien avec Fekir, donc souvent l'un profite du décalage que peut créer l'autre. Et là c'est ce qui s'est passé sur le but de Fekir. En tout cas, cette équipe de Nantes, elle a quand même posé des problèmes à l'OL. Déjà au match aller, il y avait eu un match nul. Et puis en 16e de finale de la Coupe de France aussi. À votre avis, pourquoi cette équipe nantaise comme ça, elle met en difficulté l'OL ? Je ne sais pas par rapport à ce match-là, ce qui était flagrant, c'était une équipe de Nantes qui a défendu bien regroupée, relativement bas, et qui s'est projetée très vite vers l'avant. Et face à une équipe de Lyon qui aime bien avoir la possession du ballon, prendre son temps pour attaquer, ou voire de temps en temps contrer, ça a été compliqué de faire du jeu. Et après, il y a peut-être aussi un aspect physique, ou psychologique, ou aussi de faire la course en tête. C'est pas évident tout le temps, oui. Et que de temps en temps, on est un peu moins bien dans les jambes et dans la tête. Donc voilà, ça fait des matchs un peu moins bons, mais il y a la victoire au bout. En tout cas, c'est vrai que Nantes, en ce moment, un peu critiquée, ça va pas très bien, mais on a vécu Nantes à la grande période. Et il paraît, d'ailleurs, Lise Barenbaum, que l'OL ressemblait à une certaine équipe. Oui, 20 ans après, l'OL n'est pas sans rappeler le FC Nantes de l'époque 95, le FC Nantes qui a été sacré champion de France. Alors à l'époque, c'était une équipe couronnée avec une bande de jeunes. En fait, la Maison Jaune avait été contrainte, faute d'argent, de se reposer sur son centre de formation. Idem à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, où la construction du grand stade a vampirisé les finances depuis 4 ans. Donc il faut miser sur les jeunes. Et en 95, Nantes possédait le meilleur buteur du championnat, c'était Patrice Loco. Aujourd'hui, Alexandre Lacazette n'est pas loin d'égaler son aïeul. Vous êtes d'accord avec cette comparaison, Sidney Govou ? Bah oui, ça ressemble forcément. Quand vous avez autant de joueurs du centre de formation qui sortent dans l'équipe 1, c'est déjà relativement rare. Qui en plus, pour l'instant, font la course en tête, c'est encore un peu plus rare. Et après, dans les deux cas, comme vous l'avez si bien dit, ce qui a fait que les deux clubs ont dû se pencher sur leur formation, c'est le manque de moyens. C'est qu'à un moment donné, il y avait des problèmes d'argent dans les caisses du club. Et voilà, aujourd'hui, on voit qu'aussi, ça montre que ce qu'a fait Lyon par le passé, au niveau de la formation, est en train de porter ses fruits aujourd'hui. Allez, on va parler de l'OM. Alors qu'il menait 2-1 à la 90e minute de jeu, l'OM a concédé une égalisation à la fin du match sur le terrain de Saint-Etienne. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un scénario catastrophe en football, Sidney. Catastrophe oui et non, parce que quand on voit la physionomie du match où Marseille est mené, Marseille fait 3 changements, Marseille revient au score. Et bon, malheureusement, perd 2 points dans les dernières secondes du match. Mais voilà, c'est quand même en face, c'est Saint-Etienne. C'était le match à Geoffroy Guichard. Donc ouais, je pense que les Marseillais sont plus frustrés que déçus du résultat. Oui, c'est vrai que c'est jamais simple au Chaudron. Et puis ce coup de poker, vous en avez un petit peu parlé. À la 62e minute de jeu, Marcelo Bielsa qui a procédé à 3 changements en même temps. Gignac, Romao et Djadjedje. Une décision qui est rarissime chez les entraîneurs, mais qui a eu un effet immédiat. En 3 minutes, l'ancien ailier de Rennes a délivré 2 passes décisives pour l'attaquant belge. On peut dire qu'encore une fois, Bielsa a réussi un pari fou, Sidney. Ah oui, là, il a démontré que c'était un coach et du coaching.
C'est relativement rare en situation officielle. Ça se fait souvent dans les matchs amicaux où on peut se permettre de changer 3 joueurs d'un coup. Mais là, en étant mené, il a voulu tenter quelque chose. Il a voulu tenter un coup du coach. Ça a failli marcher. Mais bon, on va dire que c'était quand même bien vu parce qu'on a senti dès que l'entrée de ces 3 joueurs, il s'est passé quelque chose dans son équipe. En tout cas, un très beau coaching, vous venez de le dire, de Bielsa. Mais il est remis en cause quand même, Lise Barenbaum. Et oui, sportivement, depuis le début de l'année civile, ça va pas très fort pour l'Olympique de Marseille, surtout après le match d'hier. Par ailleurs, il y aurait eu un clash entre Gignac et Bielsa lors de la séance d'entraînement. Gignac a démenti, mais le climat semble loin d'être serein. L'Arabie Saoudite aurait même approché l'entraîneur argentin et serait prête à le débaucher pour sa sélection nationale. Et puis le vestiaire serait fatigué mentalement. Les joueurs n'oseraient tout simplement pas faire part de leur état d'âme à Bielsa, qui est très exigeant. Bon, l'état de grâce à Marseille, ça n'a pas duré longtemps, hein, Sidney? Après, il faut le mettre dans le contexte. Marseille sortait d'une saison très très compliquée, donc il a réussi quand même à faire du beau boulot. Il fait encore du bon boulot. Mais voilà, à l'unanimité, on était tous d'accord pour dire que ces méthodes d'entraînement, comme un peu dans tous les clubs où il est passé, ça dure 1 an, voire 2 ans. Parce qu'au-delà du physique, c'est surtout mentalement où on sent les Marseillais qui sont plus enclins à faire les efforts comme ils le faisaient au début de saison. Et on sent que mentalement, il y a quelque chose qui s'est cassé. Et voilà, c'est un coach et c'est lui qui doit trouver les ressources pour que ces joueurs arrivent à faire le même genre de match qu'ils nous proposaient en début de saison. En tous les cas, maintenant, on va parler du Paris Saint-Germain qui n'a pas réédité une performance aussi intense que face à Chelsea. Mais ils se sont quand même montrés solides et efficaces face au TFC, Sidney. Paris reste Paris. Paris avait fait un grand match en Ligue des Champions face à Chelsea. Paris a fait un match correct, le match qu'il fallait pour gagner à domicile. C'est vrai que Toulouse en ce moment est vraiment pas une équipe qui fait peur à beaucoup d'autres équipes, mais voilà, il fallait gagner à domicile. Et ce qui était bien dans ce match-là, c'est que Paris a recréé du football, Paris a fait de beaux enchaînements, a marqué de jolis buts. Et depuis un certain temps, on ne les voyait pas jouer comme ça. Donc c'est de bon augure pour la suite pour eux aussi. À noter quand même la performance d'Adrien Rabiot. Il a saisi sa chance, titulaire face à Toulouse. Le Parisien a prouvé à Laurent Blanc qu'il avait sa place dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain. Ce joueur formé au club a marqué un doublé et ça fait du bien de voir qu'enfin, le Paris Saint-Germain fait comme l'OL et fait confiance à sa formation. C'est vrai que quand une équipe a énormément de moyens, elle compte un peu moins sur son centre de formation. Mais voilà, Paris généralement arrive à sortir certains joueurs. Malheureusement, on ne les garde pas dans leur effectif parce que voilà, Paris préfère acheter à l'extérieur. Mais avec ce joueur comme Rabiot, on ne sait pas s'il restera l'année prochaine, mais en tout cas, il a démontré depuis 1 an et demi qu'il avait certainement le niveau. Et aujourd'hui, je pense qu'il est arrivé à une certaine maturation et peut-être que ça va lui permettre de rester au club déjà dans un premier temps et de gagner du temps de jeu. Alors, on va passer à Guingamp. Lise Barenbaum, ce week-end, Guingamp donc, a perdu. Ils ont sans doute payé leurs efforts consentis lors de la Ligue Europa. Les Français étaient presque tous derrière leur écran de télévision pour applaudir ces Guingampais. Et oui, l'en avant Guingamp a réalisé un très très bon score d'audience sur W9. Le match contre le Dynamo Kiev a été suivi par 1 600 000 téléspectateurs, soit près de 6,5% de part de marché avec un pic à 2 millions. Donc Guingamp a presque fait aussi bien que Saint-Etienne l'année dernière, qui avait réuni 1 700 000 téléspectateurs contre l'Inter de Milan. Sidney, ça veut dire que finalement, il n'y a pas que le Real Madrid, le PSG qui intéressent les téléspectateurs. Il y a des amoureux du football, des vrais. Exactement, Guingamp c'est un petit phénomène, c'est une petite ville de 8000 habitants qui fait stade plein à chaque fois, qui arrive au début de saison, il y a pas mal d'équipes françaises qui négligent un peu la Coupe Europa, eux non, on la joue à fond, ont un début de saison difficile et depuis ils proposent du jeu, ils sont qualifiés. En championnat, ça n'a pas passé ce week-end, mais depuis un moment ils jouaient vraiment très bien. Donc c'est pour ça, c'est naturellement qu'en étant français, on a envie d'encourager cette équipe et d'être derrière eux. Oui. Allez, on va terminer cette page football français avec le classement de Ligue 1. Regardez comme il est serré. Lyon a 2 points d'avance sur son premier poursuivant, le Paris Saint-Germain. L'OM est 3e avec 50 points. Monaco, Saint-Etienne et Bordeaux se tiennent en 1 point. 41, 42, 43. Guingamp, Nice et Bastia sont 8e, 9e et 10e. Allez, on passe tout de suite au dossier de la semaine. On connaît le monde du foot joyeux, tolérant et multiculturel, mais le football a aussi une face sombre. Les hooligans, bien combattus par les instances du football, continuent à agir en amont et après les matchs. Ces derniers jours ont été marqués par de nombreuses violences. D'abord à Paris, avec les actes xénophobes des supporters de Chelsea en visite pour la rencontre contre le Paris Saint-Germain, mais aussi à Rome, où des supporters néerlandais ont tout simplement saccagé la ville. Lise Barenbaum, vous nous en dites plus, on en parle après. Les vieux démons du football ressurgissent.
Avant le match en 16e de finale d'Europa League entre l'AS Roma et Feyenoord, des centaines de supporters néerlandais ont affronté la police en plein cœur de Rome jeudi dernier. Une rixe qui a fait 16 blessés chez les policiers, 23 supporters néerlandais incarcérés et qui a provoqué la colère du chef du gouvernement italien Matteo Renzi et du maire de la Cité éternelle Ignazio Marino. C'est inacceptable. Ils viennent dans une ville assister à un match de foot et ils détruisent un monument vieux de 400 ans. Plus de 500 supporters de Feyenoord, passablement éméchés, se sont rassemblés sur la place d'Espagne et ont jeté des projectiles sur la police. La Barcaccia, fontaine en forme de barque qui se trouve sur cette place, était à demi remplie de bouteilles et autres canettes, papier, plastique en tout genre, aux grandes dames de nombreux touristes et des commerçants de la place. Je suis très en colère. J'aimerais voir quelqu'un qui a le courage de dire « c'est ma faute » et je leur donnerai une de ces corrections, quelque chose que seule une vieille femme est capable de faire. Excusez-moi, mais je suis vraiment très en colère, je suis furieuse. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a pris contact avec le Premier ministre italien afin de s'excuser de l'attitude de ses concitoyens. Après les événements, 2 supporters de Feyenoord ont été agressés par des fans de l'AS Roma. L'association des supporters du club néerlandais a même conseillé à ses membres de ne plus afficher les couleurs de leur équipe dans la rue. Autre événement qui a touché la capitale parisienne cette fois-ci. Souleymane S, un Parisien de 33 ans, a été victime d'actes racistes par des supporters de Chelsea mercredi, jour du match de C1 entre le PSG et le club londonien. Les fans des Blues l'ont empêché de monter dans le wagon d'une rame de métro en raison de sa couleur de peau. L'enquête menée de front par la police française et anglaise a permis d'identifier certaines personnes présentes dans la rame de métro ce jour-là. Chelsea a interdit temporairement de stade 5 de ses supporters soupçonnés d'être impliqués dans l'incident. Ils encourent une interdiction à vie. Une histoire qui a provoqué l'indignation du grand José Mourinho. Après cet incident, Chelsea fait absolument tout pour faire régner la tolérance zéro. Et à part cela, nous devons continuer à sentir que notre club est un bon club et qu'il n'y a pas de place dans notre club pour ce genre de personnes. Stamford Bridge a envoyé une invitation à Souleymane et à sa famille pour le match Chelsea-PSG du 11 mars prochain. En attendant, des supporters anglais auraient scandé des chants racistes le lendemain de la rencontre de Ligue des Champions à la gare de Saint-Pancras en arrivant à Londres. Alors on le sait, les instances font beaucoup pour éviter la violence et le hooliganisme dans les stades. On sait que certains sont interdits de stade, d'autres sont fichés par la police. Que peut-on faire de plus, Sidney Govou ? Moi, je pense que c'est des sujets assez compliqués, c'est délicat, mais quelque part, il faut sanctionner, il faut être intransigeant. Il y a la sanction sportive qui, pour la plupart de ces personnes-là, sont interdites de stade dans leur pays, voire en Europe. Et après, je pense qu'il faut une sanction d'État, il faut sanctionner, il faut être intransigeant, il faut taper du poing sur la table, il faut être strict pour montrer que ce n'est pas des choses à faire, que ce soit dans le stade ou dans la vie de tous les jours. Et sans ça, on n'évoluera pas, parce que les gens vont s'excuser. Voilà, l'attitude de Chelsea est vraiment noble, elle dit que bon voilà, ces supporters ont été interdits de stade, on est désolé. Mais je pense qu'il faut qu'à un moment donné, l'État se mêle de tout ça et sanctionne vraiment ces gens comme ils le méritent. D'autant que malheureusement, Lise Barenbaum, ce genre d'incident, c'est fréquent à Chelsea. Oui, d'après le Figaro, Chelsea a une véritable face cachée. Ce club des beaux quartiers londoniens se veut respectable sur le terrain, mais en coulisses, il est suivi par des headhunters, des hooligans extrêmes. Chelsea est un des derniers clubs anglais à avoir intégré des joueurs noirs. Le premier, c'était Paul Canoville en 82. Et puis, on se souvient de la polémique autour de John Terry en 2012, qui avait écopé de 4 matchs de suspension et d'une grosse amende pour des insultes racistes envers le footballeur Anton Ferdinand. Sidney, vous pensez que c'est un club qui est intrinsèquement raciste ? Je pense pas, j'ose même pas l'espérer, mais malheureusement, des fois, il y a des cas isolés qu'on peut pas maîtriser. C'est aussi, le club doit faire en sorte que ces cas n'existent pas, ces cas ne soient pas dévoilés, ou en tout cas, ces cas soient gérés en interne. Et s'il y a un débordement à l'extérieur du stade, je pense que l'État doit intervenir. Maintenant, voilà, le club ne peut pas non plus avoir un œil sur tous ses supporters. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors justement, par contre, à West Ham, ça se passe tout à fait différemment. Oui, le Huffington Post a publié une vidéo des supporters de West Ham qui taclent tout en finesse leurs homologues de Chelsea. Regardez, à West Ham, on respecte tout le monde. This is how we do it at West Ham. Can I get on the train, sir? This is West Ham, my friend. On your car. Thank you. Alors à West Ham, on a l'impression qu'ils font un petit peu les malins, mais c'est aussi un club qui a été touché par le hooliganisme. Est-ce que cette affaire va finalement stigmatiser Chelsea ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense pas. Je pense que c'est de plus en plus rare. Malheureusement, c'est arrivé à un mauvais moment. On voit que ça dépasse même le football. La société est malade, un peu dans plein de corps. Et le football n'est seulement que le reflet d'une société. Et voilà, c'est tombé sur celle-ci. C'est très très malheureux. J'ai pas envie de penser qu'il soit plus raciste qu'un autre club. J'ai surtout envie qu'il lutte contre ces personnes-là et que tout le monde lutte ensemble. Alors on va terminer quand même sur une note d'humour avec Jamel Debbouze, Lise Barenbaum. Oui, Jamel qui était présent dans les tribunes lors du match PSG-Chelsea et qui a réagi avec humour suite à un tweet d'un Britannique qui s'est interrogé sur la présence, je cite, d'un petit homme dans les tribunes. Donc Jamel a réalisé un photomontage et on ne voit que lui sur la photo pour signifier que le petit bonhomme est partout. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir été avec moi aujourd'hui. Malheureusement, c'est donc la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour tout le reste de l'actualité du sport. Lise, Sydney, à la semaine prochaine pour d'autres aventures de foot. En attendant, restez avec nous car évidemment, l'info, c'est maintenant et c'est sur i24.